Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Donc nous étions sur la relativité restreinte, nous avions vu les deux postulats. Alors, continuons sur le postulat d'invariance de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière ne dépend pas du mouvement de l'émetteur, la source de lumière, ou du récepteur. En physique classique, cela peut sembler étrange, parce que en physique classique, les vitesses sont additives. Si j'ai un chariot qui se déplace, disons, à 10 km/h, et qu'il tire vers l'avant un objet avec un petit canon également à 10 km/h par rapport au chariot, comment plus le chariot avance, le petit boulet va filer à 20 km/h. Une autre façon de le voir, c'est quelqu'un passe sur une voiture, il roule à 100 km/h, il passe la main par la fenêtre et il vous donne une gifle en passant. Vous recevez une gifle à 100 km/h. C'est extrêmement douloureux. Si en plus il avance la main, tout en avançant avec la voiture, le choc sera encore plus grand. Les deux vitesses s'additionnent. De même, si l'observateur B émet un rayon lumineux depuis le train vers l'avant du train, et que ce rayon se déplace à la vitesse c par rapport à lui. Donc on s'attendrait à ce que la vitesse du rayon lumineux mesurée par A depuis le quai soit v plus c. La vitesse du rayon par rapport au train et la vitesse du train qui emporte ce rayon lumineux. Mais ce n'est pas ce qui est expérimentalement constaté. On constate que pour A, le rayon lumineux va toujours à la même vitesse, c, et pas v plus c. De toute évidence, la simple addition de vitesses ne marche pas lorsque l'on envisage des vitesses très élevées comme celle de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde. Donc 300 000 km, c'est pratiquement la distance Terre-Lune en une seconde. Ou en km/h, c'est environ 1 milliard de km/h. C'est des très très grandes vitesses. Comme la vitesse, ce n'est rien d'autre qu'une certaine distance parcourue en un certain temps, ça implique forcément qu'il doit y avoir des changements dans les concepts d'espace et de temps. La mesure de l'espace peut se faire en utilisant des règles étalons, des mètres étalons, disposés dans le repère, par exemple le long des axes et ailleurs, où elles sont immobiles par rapport à ce repère. Et on peut donc ainsi, avec tous ces étalons, mesurer les distances n'importe quel point du repère. La mesure du temps, elle, peut se faire en utilisant des horloges disposées dans le repère aux endroits utiles, là où se produisent les événements à mesurer. Les horloges sont synchronisées entre elles en les plaçant côte à côte, puis en les mettant à l'endroit désiré, ou alors on les synchronise par échange de signaux. Nous allons y revenir. Parce qu'il reste un détail important à régler. Comme on a deux observateurs, A et B, alors on a au moins deux horloges qui en plus sont en mouvement l'une par rapport à l'autre, et en plus on ne peut pas supposer T égale T'. Ensuite on remarque qu'on vient de faire sur la vitesse de la lumière. Alors comment synchroniser ces horloges? Parce que pour comparer des mesures, des valeurs, il faut forcément synchroniser les horloges. Sinon, si elles sont quelconques l'une par rapport à l'autre, on ne sait rien comparer. C'est comme quand on a des hommes, des soldats par exemple, qui vont faire une opération commando et qui se regroupent et qui disent synchronisons nos montres à maintenant, à telle heure, pour nous dire dans 20 minutes, on se retrouve à tel endroit, par exemple. Les horloges classiques, celles que l'on a chez soi, ne sont pas des horloges de très haute précision, mais elles sont soit on les synchronise sur les règles soi-même, soit elles sont synchronisées par des signaux satellites, GPS ou autres. Donc elles se synchronisent les unes avec les autres
pour quand on donne un rendez-vous, on soit tous à la même heure. C'est vrai aussi en physique. En fait, comme les observateurs vont noter des phénomènes se produisant à différents endroits, il faut donc aussi poser la question comment mesurer le temps en un endroit qui est différent de O ou O', où on dispose en principe l'horloge. Alors pour cette deuxième question, on peut considérer, comme je viens de le dire, disposer dans le repère ou même par la pensée des horloges un peu partout, de façon à en avoir une en chaque endroit où l'on désire mesurer le temps. Il reste donc la question de synchronisation des horloges. Alors voici une procédure possible, dite procédure d'Einstein. Plusieurs procédures sont possibles et elles sont équivalentes au prix éventuellement d'une redéfinition des coordonnées. On préfère aussi choisir une procédure qui respecte le principe de relativité, c'est-à-dire qui ne donne pas un rôle privilégié à l'un ou l'autre repère. Alors premièrement, pour A, on dispose d'un ensemble d'horloges immobiles par rapport à A, par rapport à lui. C'est-à-dire que les coordonnées x, y, z de chaque horloge, leur valeur numérique, ne variera pas. Ces valeurs ne vont pas varier au cours du temps parce que ces horloges sont immobiles. Ainsi, la distance entre O et chaque horloge peut être mesurée en utilisant le repère des mètres étalons, et cette valeur ne changera pas. A va alors synchroniser toutes ces horloges avec l'horloge H qui est située en haut. Et il peut le faire en envoyant des signaux, donc un signal qui part de H et qui dit il est telle heure, et ce signal arrive à une autre horloge qui reçoit l'information il est telle heure, mais en tenant compte du temps de propagation du signal entre chaque horloge. Si je vous envoie une carte postale disant on est le je ne sais même plus quelle date on est aujourd'hui, on va dire le 3 février. Si je vous envoie une carte postale disant le 3 février, vous la recevez 2 jours plus tard, on est le 5, et vous lisez on est le 3. Il faut rajouter les 2 jours qu'a mis la carte pour se déplacer, pour voyager. Or, si on utilise comme signal, si on utilise la lumière, connaissant la distance entre les horloges, et connaissant, c'est un des postulats, la vitesse de la lumière, le temps de propagation est facile à calculer. C'est simplement la distance divisée par la vitesse de la lumière. Ainsi, l'ensemble des horloges mesurera un temps t concordant dans l'ensemble du repère K. Alors, en pratique, donc ça c'est la base, la procédure de synchronisation. En pratique, on ne s'amuse pas à mettre des horloges un peu partout. Parce que c'est compliqué, parce qu'elles sont souvent assez volumineuses, elles sont, pour du moins pour des horloges de très haute précision, comme les horloges atomiques, elles sont très coûteuses, et donc c'est complexe. Et donc, plutôt que d'envoyer un signal pour dire il est telle heure, réglons l'horloge, on envoie un signal qui fait l'aller-retour et qui permet de mesurer directement le temps à distance, à l'aide du signal. Un événement, par exemple, va déclencher un signal qui arrive à l'horloge, on lit l'heure au moment où le signal arrive, on tient compte du temps de transfert du signal et on sait à quel moment l'événement se produit. Mais virtuellement, c'est semblable à placer une horloge au niveau de l'événement. Donc, au moins par la pensée, on peut disposer de telles horloges un peu partout. Voilà. Donc ça, c'est le premier point de la procédure. Nous verrons la suite de la procédure
dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.